Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Tchad présidentiel. Quels enjeux politiques et géopolitiques? C'est notre interrogation. Plus de 8 millions de Tchadiens ont été appelés aux urnes ce lundi 6 mai pour le compte de l'élection présidentielle. Une élection présidentielle a de forts enjeux politiques et géopolitiques pour mettre fin à la transition qui a duré depuis la mort du président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, voilà, qui a été remplacé par son fils Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, les Tchadiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président qui permettra de mettre fin à cette transition de 3 ans. Quels sont les enjeux politiques de cette élection? Quels sont les enjeux géopolitiques de cette élection? Il faut dire qu'ils étaient 10 candidats en lice pour cette présidentielle. Les plus connus sont le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, son premier ministre, Succès Masra, et puis un ancien premier ministre de son père, Albert Pahimi Padaké. Il figure parmi les plus favoris à ces élections. S'il faut faire plus favoris, ce sera les deux, le président et le premier ministre, qui se disputent donc le fauteuil présidentiel. Quels sont les enjeux politiques de cette élection? Nous en parlons avec nos invités. Et je voudrais bien commencer par vous, Firmin Teko Agbo, présidentiel au Tchad. Cela doit être une élection passée sous silence, ou y a-t-il des enjeux vraiment derrière cette élection? Non, c'est une élection qui doit être passée sous silence. Je ne pense pas, puisque c'est une élection tout d'abord riche. Il faut souligner 2-3 aspects. Le premier aspect, c'est que il faut saluer tout d'abord l'ouverture du président de la junte, du général Mahamat Déby, qui a accepté d'organiser une élection. Regardez les pays dans lesquels il y a eu putsch. Regardez le Niger, regardez le Mali. Regardez le Burkina Faso. Le Niger n'en est pas encore là. Mais le Burkina, mais ils ont donné aussi leurs raisons. Ils ont donné leurs raisons. Mais Idriss Déby, le jeune, aurait pu trouver une raison pour dire... Il a trouvé une raison pour prolonger la transition. Oui, il a prolongé la transition, mais il a quand même réussi à organiser une élection. Ça, on peut dire qu'il est de bonne foi. Et l'autre chose aussi, il a accepté que Succès Masra soit son premier ministre. Ce n'est pas donné. Ça, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ce n'est pas donné. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2006, où Gbagbo était président de la République et la France, à l'époque, avait imposé Charles Konabani. Et après, on avait imposé encore un opposant, un chef rebelle, Guillaume Soro. Donc, moi, je me dis que le jeune, il a fait montre d'une certaine ouverture. Et donc, c'est tout ça là qui a engendré ce que nous avons eu le 6 mai dernier, l'élection ou l'organisation de l'élection présidentielle. Maintenant, le deuxième élément, c'est que tout le monde s'attend aujourd'hui à ce qui est peut-être l'alternance. Quand des gens voient Succès Masra, surtout avec toute la campagne qu'il a faite, il y a des jeunes qui ont cet espoir, parce que c'est la première élection après le père Déby, qui a régné de 1991, qui a fait pratiquement plus de 30 ans au pouvoir, si je m'en abuse. C'est la première élection. Et beaucoup aujourd'hui s'attendent à ce que peut-être il y ait une nouvelle ouverture, un nouveau Tchad, peut-être sans les Déby. Un Succès Masra président, c'est beaucoup voudraient ou souhaiteraient que ça cela. Mais est-ce que ce serait possible? L'autre chose aussi qu'il faudrait souligner, mais c'est qu'en réalité, quand on voit celui qui est au pouvoir, Idriss Déby, Succès Masra, qui compose avec le fils Déby, et le troisième, Padaké, qui a été premier ministre du père, en réalité, que ce soit Succès Masra qui devient chef de l'État, ou le troisième, ou le président Déby qui devient chef de l'État, ou qui devient chef de l'État légalement et légitimement, on dira qu'en réalité, il n'y a pas eu de rupture au Tchad. C'est les mêmes personnes qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui? Soit les candidats, ou soit les Tchadiens vont se dire, en réalité, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous avons comme figure, nous n'allons pas choisir ni Padaké, ni Succès Masra, encore moins le président Déby. Et là, on quittera fondamentalement l'histoire des Déby. Mais vous savez, avant qu'il n'accepte organiser cette élection, le président Déby, c'est qu'il a été sûr. Il a eu les sondages, ou peut-être il s'est vraiment préparé pour gagner cette élection. Et il est sûr qu'il gagnera cette élection. Sinon, il ne les organiserait pas. Et aussi le fait qu'il ait accepté à un moment donné que Succès Masra devienne son premier ministre, c'est aussi pour peut-être
le détruire un peu politiquement. Vous savez, souvent, la plupart des premiers ministres, il leur est difficile de devenir chef de l'État. Parce qu'ils sont souvent mouillés par un certain nombre d'affaires, un certain nombre de projets gouvernementaux. Et il est sûr, en réalité, qu'avec Succès Masra comme Premier ministre, un allié devient tout d'abord un allié et un Padaké que tout le monde connaît, qui a été Premier ministre de son père, il est sûr de rempiler et de devenir encore chef de l'État. En fait, pour conclure, ce que moi je trouve à travers cette élection, c'est quoi? C'est que le jeune veut avoir une légitimité, une certaine légitimité populaire pour passer de cette histoire de putsch, ou pour quitter cet esprit putsch, pour aller à un esprit beaucoup plus républicain, et là, il ferait taire toutes les critiques. Et pour vous, il est bien parti pour remplir pour cette élection présidentielle, Mahamat Déby? Oui, pour moi, parce que il est bien parti. Pourquoi? Il est bien parti parce que tout d'abord, c'est lui qui organise les élections, surtout dans cette zone, et il a toutes les machines dans sa main, et aussi, il y a quelque chose de fondamental. Peut-être les Tchadiens vont voter pour la sécurité, parce que depuis 1991, c'est sa famille, ce sont ses amis, ses généraux. Décembre 90. Oui, 90, ce sont ses amis qui contrôlent la sécurité, qui maîtrisent la sécurité, et ce sont eux qui arrivent à faire face à ces rebelles, à ces groupes armés. Donc peut-être les Tchadiens vont voter, il y a des Tchadiens qui vont voter pour la sécurité, pour la paix au Tchad. Parce qu'ils savent que si on confiait le pouvoir aujourd'hui à un certain Succès Masra, est-ce qu'il pourrait gérer la sécurité? Est-ce que tous les généraux, tous les grands officiers de l'armée tchadienne pourront lui être soumis et lui faire allégeance? C'est aussi une question fondamentale. Peut-être au nom de la paix, on se dit, on préfère rester avec l'ancien sorcier qu'on connaît que d'aller ou de tenter un ange qu'on nous promet. Merci beaucoup. À vous firmer. Donc pour vous, l'enjeu, pour une part, c'est un enjeu de changement à la tête de l'État d'une famille qui a resté et qui a régné depuis 90 donc sur ce pays, mais aussi des enjeux sécuritaires qui pourraient plutôt jouer à la faveur de Mahamat Idriss Déby. Quand dites-vous, bon enfant, Agbovi, les Tchadiens étaient aux urnes si, mais pour le compte de la présidentielle qui devrait mettre fin à la transition gérée pendant 3 ans par le général Déby fils, qui a pris le pouvoir après le décès de son père qui a dirigé le pays pendant pratiquement 31 ans. Oui, ça déjà c'est une entrave à la politique africaine. C'est-à-dire que cette histoire de la gouvernance du père et au fils, c'est quelque chose à repenser en Afrique, puisque au Tchad, il n'y avait pas que le fils Déby qui pourrait, au décès, après le décès de son papa, s'accaparer du pouvoir et gérer le pouvoir. Oui, nous savons tous. Ça aussi, c'est un aspect à décrypter. Et donc, c'est un aspect qui pourra jouer peut-être sur ces élections, selon vous? Non, en réalité, en faveur, si c'est que Masra avait joué un jeu clair que les gens n'avaient pas compris, mais qui a été déjoué pendant les campagnes électorales que nous avions vu, tous ceux qui étaient derrière lui. Bon, au fait, cette manière pourrait jouer en défaveur de Déby pour Masra. Maintenant, l'enjeu politique majeur ici, c'est que on doit tout faire pour préserver la paix dans ce pays, Tchad, qui est vraiment entouré de plusieurs pays dont l'instabilité règne. Tchad est devenu maintenant un abreuvoir pour les réfugiés, quand même, venus de Soudan. Ça, c'est au plan géopolitique. Quand même, maintenant, à l'interne. Oui, à l'interne. L'enjeu, c'est que, j'ai déjà dit ça, la préservation de la paix. Et ça, c'est l'enjeu majeur selon moi. Maintenant, la préservation de la paix, ça va jouer en faveur de qui? La préservation de la paix, ça va jouer en faveur de la population parce que les acteurs... Lequel candidat pourrait profiter peut-être de cet enjeu? En réalité, ce que nous disons, quand nous voyons la configuration, que ce soit Déby, que ce soit son premier Masra, et d'aucuns penseraient, comme Firmin vient de le dire, que Déby étant un militaire, connaissant bien le pays, gérant un peu le côté sécuritaire d'une manière ou d'une autre dans le pays avant le décès de son papa, ferait l'affaire pour la sécurité. Si ce n'est pas ça, si on veut sortir de ça pour faire rentrer Tchad dans une situation démocratique, on voterait peut-être
Masra, mais je ne suis pas d'accord quand les gens disent que si Masra prenait le pouvoir, que l'instabilité va y régner encore. Non, ce n'est pas possible. J'avais dit ça sur ce plateau ici, quand il s'agissait du problème au Mali. Je disais que on peut organiser une élection, faire venir un civil, mais l'organisation interne pourrait donner plus de pouvoir aux militaires de gérer l'affaire sécuritaire. C'est possible. Mais aujourd'hui, actuelle du Tchad, est-ce que c'est le cas? Puisque là, ce que vous dites, c'est qu'il faut rechanger les tests, peut-être pour donner plus de pouvoir à l'armée. Mais dans l'organisation actuelle du Tchad, avec la nouvelle constitution, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Je dis quand même que la façon dont Déby est venu au pouvoir, nous l'avons su. Et aujourd'hui, le peuple a soif d'un changement. Quand vous voyez, comment l'appelle-t-on, les Tchadiens, lors de, je crois, le 6, non, ils ont voté. On a tendu de micros à certaines personnes. Il y a d'autres qui sont pour Masra. Mais ils veulent autre chose. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que la gouvernance du père au fils doit tendre à disparaître. Et les gens sont assoiffés du fait de voir un autre président faire. Et les gens ont dit que ce qui va sortir des urnes, il faut que, c'est-à-dire que la commission qui est en charge de cette élection-là puisse dire vraiment la vérité concernant le résultat. Ça veut dire quoi? Le peuple veut un changement, mais, comme Firmin l'a encore dit, c'est difficile en Afrique d'organiser une élection et de la perdre. Bon, exception fait à certains pays. Merci. Donc, voilà, et il faut que les urnes parlent. Pour que moi, ici, je voudrais que quand même quelqu'un arrive, mais qu'on confie quand même la sécurité du pays à quelqu'un qui s'y connaît. Tu ne dois pas forcément être président avant de te faire la sécurité d'un pays. Alors, Prosper Agoclou, quels sont les enjeux politiques d'abord de cette élection du 6 mai au Tchad? On attend toujours les résultats, les premiers résultats de cette élection. Oui, qui sortiront vers le 21 mai. Bon, je crois que quand vous lisez un tout petit peu l'actualité et la physionomie telle que je peux le dire du Tchad après le 21 avril, vous savez, tout a été préparé. Bonafont l'a dit tout à l'heure, l'arrivée, vous l'avez confirmé, de Idriss Déby fils, Mahamat Idriss Itno. On a vu le cheminement par lequel il est arrivé, et je crois quand même que les élections prévues aujourd'hui est un processus qui a été déjà préparé en amont. Et moi j'ai vu dans cet aspect comment on appelle l'enracinement de Déby par rapport à ces élections-là. C'est lui qui a conduit la transition. Et cette transition-là tourne autour de 4 choses que moi j'ai trouvées. Et ce sont des aspects qui se sont décryptés au fil du temps. Vous allez voir, il y a eu une répression et une intimidation qui s'est posée le jeudi noir dont on parle, avec l'appel de Succès Masra par rapport à la... Voilà. Et en octobre 2022. Voilà, 22. Et vous vous rappelez aussi de l'assassinat de Dilo, qui était un opposant ferme, dit-on, qui est même un cousin au Déby et qui a été assassiné de manière lâche. Bon, on se dit une enquête internationale qui sera ouverte dans cela. Vous allez reprendre aussi la composition des institutions. Si tout est préparé soigneusement, il y a l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections. Voilà, qui va lui gérer les élections, et la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats et qui va d'abord sélectionner les candidats. C'est par lui que les candidats ont été choisis. Ils étaient 20 au départ, mais 10 ont été acceptés avec seulement... Comme ça dans tous les pays. Oui, je ne refuse pas. Mais 2, parce que ceux-là, on dit que certains n'ont pas... leurs pièces d'identité ne sont pas en conformité avec les présages. Bon, et vous allez voir, sur les 10 candidatures, il y a 2 qui sont du Nord et les 8 autres sont du Sud. C'est une stratégie qui a été bien posée et qui sont ceux-là qui sont nommés à la tête de ces institutions-là. Il y a Pandaré qui reste le porte-parole du MPS, Mouvement Patriotique, le parti au pouvoir à l'époque.
je crois que c'est le même parti toujours là. Voilà. Lui n'a pas changé. Oui, Pandare, c'est lui qui dirige la commission l'Ange. Et un autre ancien qui a été déjà dans l'escarcelle du pouvoir, qui dirige la commission, commission, comme vous l'appelez, le CC, Conseil constitutionnel. Okay. Voilà, je me suis retrouvé. Voilà, c'est une stratégie. Maintenant, quand vous partez de ces deux stratégies, vous arrivez à la validation des candidatures, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la stratégie de campagne. C'est sur ces 4 choses-là que Idriss Déby est venu, il a minutieusement fait. Et vous vous rappelez qu'il y avait eu déjà un référendum sur la réforme de la Constitution, et c'est ça qui a amené la mise en place de ces institutions-là. Et qui les a nommés? C'est Idriss Déby qui les a nommés pour 7 ans. Ce qui veut dire que on ne peut pas se lever du jour au lendemain et défaire ces gens-là. Ils ont un mandat de 7 ans en conformité avec la Constitution. Vous voyez à peu près. Donc ce sont des stratégies qui sont mises en place. Maintenant, Idriss Déby est rentré sur le terrain pour faire sa campagne. Et en faisant cette campagne, il confirme aux Tchadiens qu'il est venu pour réformer les choses de par ce que son père avait fait. Lui, il est venu pour remettre les choses en place, pour donner confiance. Maintenant, quand vous prenez Cissé Masra, il se démarque de Idriss Déby, n'étant pas premier ministre. Il dit qu'il n'est pas premier ministre de Idriss Déby pour aller en campagne. Il est venu pour faire la réconciliation. Et lui, il a basé sa campagne sur la réconciliation, systématiquement sur la réconciliation. Que si les gens l'accusent d'avoir amené les gens le 20 octobre de 22, et que lui, il est parti aux États-Unis, que ce n'était pas fortuit. S'il a accepté, on parle d'accord secret. Il a expliqué l'accord de Kinshasa qu'il avait signé avec Déby. Maintenant, tout est clair. Il n'est pas venu en tant que commandé par le président Déby, mais il est venu pour amener du renouveau. C'est là où je rejoins l'analyse de Firmin qui dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a aussi les manettes entre ses mains pour pouvoir éradiquer le mal qu'il y a. Et vous allez voir que dans son discours, il a un peu de renouveau par rapport par exemple aux bases militaires dont on a parlé. Sa réflexion sur les bases militaires, il dit que lui, on ne peut pas laisser la France comme un des sans domicile fixe. Qu'il faut régler ce problème. Que la France fait comme si son armée est devenue un sans domicile fixe. Que c'est des problèmes qu'ils vont régler par rapport à la géopolitique. Maintenant, sur le plan interne, il y a un troisième candidat. Je crois. Voilà. Lui, il vient, il dit aux gens que Idriss Déby, fils, et Masra sont même plus il avait déjà été premier ministre. Vous voyez à peu près. Non, aujourd'hui, dans la configuration où on est, j'ai l'impression que Idriss Déby a mis en place toutes les manettes en sa faveur. Parce que ceux qui vont proclamer les résultats sont avec lui. Donc tout ça là fait que aujourd'hui Masra comprend bien la situation. Il y a les enjeux, les gens sont derrière lui, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui viendra pour remettre des troubles, c'est-à-dire contester les résultats. Tout a été pour moi dessiné et que peut-être par rapport à son âge, il a encore l'espérance de prendre le pouvoir quelques années plus tôt. Plus tard. Ce ne sera pas peut-être pour cette année. Voilà. Si je vous comprends bien. Alors, quels sont les enjeux géopolitiques? On sait que le Tchad se retrouve en Afrique centrale, mais aussi fait le pont entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, et aussi l'Afrique de l'Ouest, un pays hautement stratégique. Quels peuvent être les enjeux géostratégiques d'une telle élection, Tchad, Firmin? Vous savez, maman, j'apprécie bien le dernier point de Prosper Agbokoro, qui dit que tout a été dessiné. En réalité, c'est-à-dire les élections que nous avons connues le 6 mai n'ont été que la partie visible, une petite partie de la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire des choses ont commencé par se dessiner depuis. Vous savez, il y a 2 petites choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est que les derniers jours de Papa Déby ont été très difficiles pour la France. La France
a failli perdre le Tchad à un moment donné. Parce que avec les positions de Déby Père. Avec les positions de Déby Père, qui n'étaient plus trop d'accord avec la France. Déby Père, il a été loyal au président français, il leur a été fidèle, mais au soir de sa vie, il s'est dit non, la France, le rôle qu'elle joue n'était pas trop catholique, entre guillemets bien sûr. Maintenant, Macron ne veut plus se laisser surprendre. Et c'est pour cela qu'arrivé à un moment donné, les Français ont commencé par réfléchir. Ils ont deux options. La première option, on travaille bien sur ces Massara pour aider Idriss Déby, le jeune Idriss Déby. S'il advenait que le petit Déby se comportait comme son papa, on pourrait lui trouver une alternative. On fait tout pour que Massara gagne et Massara succède à Idriss Déby. Deuxième option. Aussi a affiché des positions hostiles à ce genre de situation. Même si on sait qu'avec l'exil, il a dû s'acoquiner avec les pays occidentaux. Vous savez, la France ne change pas de stratégie sur le plan diplomatique. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure lorsque je prenais la parole par rapport à ce sujet. C'est la même chose pratiquement avec Jacques Chirac, Gbagbo et Charles Kouna-Bani. En Côte d'Ivoire, en 2006, Gbagbo était président, il y avait des soucis à l'époque. Mais Jacques Chirac, président de la France, a été obligé d'imposer à Laurent Gbagbo Charles Kouna-Bani comme Premier ministre. Et avec son règle la crise. Lorsque Charles Kouna-Bani est parti, on a fait venir un certain Guillaume Soro pour gérer la situation. Et on a vu la suite aussi. Donc c'est la même chose aussi. Donc on lui impose un Premier ministre et on se dit, bon, en réalité, on le surveille comme du lait sur le feu. On te dit, le jour où tu vas commettre une erreur, on fait tout et on te dégomme et on te fait remplacer par Succès Massara. Et maintenant, c'est la deuxième option. Au moins, si le petit Déby ayant compris la leçon, se comportait bien, on fait tout, on maintient la situation telle qu'elle est, on organise une élection comme cela et on fait tout pour que le petit Déby gagne et on va trouver une solution à Succès Massara. Soit on va le reconduire comme Premier ministre. Parce que la France, pour le moment, n'a pas d'intérêt à ce que le Tchad soit déstabilisé. La France n'a pas d'intérêt à ce qu'elle soit chassée du Tchad. Parce que vous imaginez, les militaires français qui ont quitté le Mali sont allés où? Les militaires français qui ont quitté d'autres pays sont allés où? La France a un problème avec le Burkina Faso. La France a un problème aussi avec le Mali. La France ne s'entend pas trop bien avec le Niger. Et par rapport au Tchad, mais il faut tout faire pour qu'il y ait une certaine stabilité sur le plan politique et diplomatique, qu'on arrive à bien s'entendre, on arrive à bien avoir la même mise sur le pouvoir politique. Si on tient le prochain chef d'État, on sait que le reste, on pourrait facilement gérer. Le deuxième enjeu géopolitique, c'est quoi? Aujourd'hui, vous savez que la France, on l'a dit tout à l'heure, c'est une zone de stabilité pour un certain nombre de pays par rapport à certains pays frontaliers. Le Soudan, qui a des milliers de réfugiés dans ce pays. La Centrafrique, qui a des milliers de réfugiés dans ce pays. Le Niger aussi, qui a des réfugiés. D'autres pays qui ont des réfugiés dans ce pays. Alors, si la situation stratégiquement, moi, je considère quelquefois le Tchad comme le Togo sur le plan géostratégique. C'est-à-dire, on fait tout pour que ces pays-là soient. Par exemple, quand on voit le G5 Sahel, le Togo, c'est un pays, c'est un pilier du G5 Sahel. C'est la même chose aujourd'hui aussi pour le Tchad. Qui est pas membre du G5 Sahel. Non. J'ai dit un pilier. C'est-à-dire, quand on voit la position du G5 Sahel, la plupart des pays sont sur la tête du Togo. C'est seulement le Burkina qui est sur la tête. Mais regardez, à part le Burkina, vous allez voir quoi? Vous allez voir le Mali, vous allez voir la Mauritanie. Vous imaginez, c'est ça en fait. Quand vous dessinez la carte, vous allez voir ça géostratégiquement. Donc on fait tout pour que le Togo, par exemple, soit sur le plan géostratégique en stabilité. La deuxième chose, au niveau du Tchad aussi, c'est la même chose. Le Tchad, on fait tout pour qu'il y ait une certaine stabilité. Autant le Tchad est stable, autant les pays frontaliers sont stables et leurs réfugiés pourraient se reposer là-bas facilement, tranquillement, sans qu'il n'y ait pas de problème. Merci beaucoup à vous, Firmin. Rapidement, Prosper Agouklou, les enjeux géopolitiques de cette élection, très rapidement. Oui, je crois que Firmin a ramassé un certain nombre d'aspects sur lesquels j'aimerais venir. Pour en rajouter, je crois quand même qu'aujourd'hui, la peur se situe dans le camp de la France qui a intérêt à voir son homme être à la tête. Exactement. Mais là aussi, il doit avoir quelques soucis parce que le rapprochement du Tchad par rapport à la Russie n'intéresse pas vraiment les Occidentaux. Et quand vous voyez à peu près le discours tenu par Idriss Déby lorsqu'il est parti
à Moscou, vous allez comprendre que quand les journalistes français qu'on a envoyés vers le SAD, je crois que les chefs d'État doivent refuser ça aussi. On place devant vous des journalistes français qui vous posent des questions comme des politiques. Et ça, je crois quand même que nos chefs d'État doivent refuser ça, entre parenthèses. Maintenant, on lui pose la question de savoir s'il change de maître pour aller vers un autre. C'est-à-dire que et il a dit que le Tchad veut diversifier, comme d'habitude, les autres le disent, son partenariat avec les autres. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que les bases militaires françaises doivent être démolies et tout ça là, il n'a pas été dit. Donc je crois quand même qu'il y a ces intentions-là qui continuent quand même de gangréner le souci des Français. Donc la coïncidence vers la Russie va phagocyter tout simplement la même chose vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso et autres, ce que la France dont elle a peur de ces choses-là. Donc aujourd'hui, ces enjeux politiques sont contrôlés, comme Fimel a dit, un tout petit peu par ces Occidentaux-là qui voient. Mais moi, je crois quand même que pour les Maliens, les Tchadiens aujourd'hui, c'est de chercher une porte de sortie pour pouvoir être libre et exercer pleinement leur souveraineté. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Rapidement, quelques enjeux géopolitiques de cette élection. Bon, heureusement que mes deux débatteurs ont tout ramassé, mais quand même, il faut reconnaître quand même que je crains que la situation ne se dégénère autrement pour que l'instabilité politique se transforme en instabilité sociale, et ce serait fatal pour tout le monde, puisque je viens de le dire lorsque je prenais la parole pour les enjeux politiques, que le Tchad est devenu au cœur de plusieurs pays. Et il y a la Centrafrique, etc. Et tous ces pays-là bombardent le Niger. Et tous ces pays-là bombardent le Tchad de réfugiés. Donc, si on ne maintient pas ce pays Tchad stable, ça dit que ça va encore créer d'autres situations. Nous avons des situations militaires, et je disais dans mon développement tout à l'heure que on a de quoi à maintenir cette zone-là stable, parce que Déby, c'est un militaire, et que face à un civil Masra, dans la tête des Tchadiens, qui va faire l'affaire sécuritaire, c'est ça qui est le problème. Et je disais que ceux qui seront pour, comment appelle-t-on, Déby, n'auront pas tort, puisque Déby connaît la situation et il sait comment ça se passe. Masra va revenir avant qu'on ne lui ouvre certains dossiers de l'insécurité, avant qu'il ne commence pas à savoir comment on doit le faire. Donc, ce qui serait juste pour le peuple tchadien, vous savez, le peuple tchadien peut aller voter massivement pour Masra, mais pour créer une situation de stabilité, on peut remettre quelque chose à celui qui s'y connaît en attendant. C'est pourquoi je vais rejoindre un peu le dernier point de Prosper, pour dire que on peut préparer Masra pour des élections futures, c'est-à-dire que gagner la présidence. Non, ce qui se passe maintenant, c'est la stabilité. Non, je dis que, selon moi, pour garder la stabilité de Tchad qui devient au cœur de plusieurs pays frontaliers, il faut qu'on fasse tout pour que celui qui peut garder la sécurité de ce pays, en attendant qu'on puisse le faire. Bon, ici, on ne peut pas dire autre chose dans les urnes qu'autre chose. Mais je me dis que celui qui peut faire l'affaire, il faut que les Tchadiens plébiscitent cette personne pour au moins garder la stabilité, pour que le pays soit une demande. Tout ce qui est de la France, tout ce qui est des États-Unis, tout ce qui est des autres, comment on appelle, de la Russie, etc. Moi, ça m'importe peu. Ce qui m'importe ici, c'est que le Tchad soit stabilisé en matière de sécurité pour que mais vous savez que le Tchad ne peut pas être maintenu en sécurité si les Occidentaux n'y mettent pas leurs mains. Mais vous savez, c'est ce que nous décrivons tous en Afrique. Il ne faut pas forcément que les Occidentaux nous dictent la loi sur notre sécurité. Mais les armes que vous utilisez, qui les fabrique? Nous allons les acheter et en faire usage. Mon grand-père n'a jamais fabriqué d'armes. On va marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.